Au matin du 3 janvier 2026, une nouvelle foudroyante secoue la géopolitique mondiale. Une nouvelle qui a pris tout le monde de court. Complètement. Les États-Unis ont mené une opération militaire à Caracas d'une précision chirurgicale. Oui, en quelques heures à peine, c'était plié. Le président Nicolás Maduro, son épouse, capturés, exfiltrés et transférés directement sur un navire de guerre américain, l'USS Iwo Jima. Et Washington qui qualifie ça dans la foulée de succès tactique écrasant. Un succès tactique, oui, le mot est bien choisi. Mais justement, au-delà du côté spectaculaire, notre source du jour, le laboratoire d'analyse des discours contemporains, nous invite à voir plus loin. Exactement. La vraie question, ce n'est pas tant de savoir si l'opération a réussi sur le plan militaire. Non. La question centrale, c'est de quelle manière ce coup de force au Venezuela révèle-t-il la lutte acharnée pour le nouvel équilibre des puissances mondiales. C'est ça. On va tenter de décortiquer un peu les stratégies, les discours qui se cachent derrière cette action. Comprendre comment, en fait, la force est en train de redéfinir les règles du jeu international. Et le Venezuela, dans tout ça, devient une sorte de symbole, un terrain de jeu, où le message est surtout destiné à d'autres. Un message très clair envoyé à Moscou et à Pékin. Bon, alors, commençons par le commencement. Comment les États-Unis arrivent-ils à justifier une action aussi radicale ? C'est une excellente question parce que la justification est, disons, audacieuse. La déclaration de Donald Trump juste après l'opération est assez surréaliste quand même. Il a dit que les États-Unis allaient diriger le Venezuela le temps d'une transition. Oui, ça rappelle cette fameuse règle du Pottery Barn. C'est ça, oui. Vous s'y cassez, vous payez. Ou plutôt, dans ce cas, si vous cassez... Vous réparez. C'est une analogie parfaite. Et ce qui est frappant dans le discours américain, et l'analyse le montre très bien, c'est que l'action n'est même pas présentée comme une transgression du droit. Ah non. Comment il la présente alors ? Comme une nécessité stratégique. La légalité, elle est reléguée au second plan derrière ce que Washington considère comme la stabilité de son précaré. Donc en gros, c'est la force qui crée le droit. On agit d'abord et on s'occupe de la paperasse juridique plus tard. C'est la logique pure du fait accompli. Une grande puissance crée une nouvelle réalité sur le terrain, et le droit, il est ensuite invité à s'adapter à cette réalité. Et ça s'appuie sur quelque chose de concret. Oui, tout à fait. Sur ce que la source nomme le corollaire Trump, qui a été ajouté à la stratégie de sécurité nationale de 2025. Le corollaire Trump. Et qu'est-ce qu'il dit en substance ? En substance, il dit « Aucune puissance rivale, et là on vise clairement la Chine ou la Russie, n'a le droit de contrôler des actifs stratégiques dans l'hémisphère américain. C'est une doctrine Monroe 2.0. » D'accord. Du coup, le fait que Maduro ait rencontré un émissaire chinois juste avant sa capture... Ce n'est absolument pas un hasard. Ça a servi de justification a posteriori parfaite. Et ça met en lumière, j'imagine, la fragilité de l'argument juridique officiel. Extrêmement fragile. Il n'y a aucun mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, aucune notion de légitime défense au sens classique du terme. Alors qu'est-ce qu'ils invoquent officiellement ? La lutte contre le narcoterrorisme. C'est une base légale très solide en droit interne américain, parce que Maduro et son épouse sont bien inculpés pour trafic de drogue aux États-Unis, mais au niveau du droit international, c'est très, très discutable. Attendez, ça veut dire que des activités criminelles, même si elles sont avérées, ça ne suffit pas pour envahir un pays ? Exactement. Ça ne constitue pas un casus belli, c'est-à-dire un acte qui justifie légalement une guerre. D'ailleurs, la source soulève un point intéressant. Lequel ? Nubliba n'est toujours pas tranché pour savoir si le Venezuela était un véritable narco-État ou s'il agissait plutôt comme, disons, un régulateur des flux illicites en prélevant sa part au passage. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et tout ça, ça doit raviver de très mauvais souvenirs dans la région, j'imagine. Bien sûr, la séquence rappelle immédiatement des précédents comme l'invasion de la Grenade en 83 ou du Panama en 89. Mais même à cette époque, Washington était plus prudent. Ah oui ? Ouais. Oui, on évitait de trop mettre en avant l'argument de la démocratie pour ne pas créer un précédent dangereux. Là, on franchit clairement une nouvelle étape. Bon, une action aussi frontale a dû provoquer des sondes de choc partout. Commençons par Moscou. J'imagine que les téléphones ont dû chauffer. La réaction russe a été immédiate et, sans surprise, absolument furieuse. Condamnation très ferme à l'ONU, un ton glacial. Ah, ce n'est pas un allié anodin. C'est un point d'ancrage stratégique, un levier pour contester l'hégémonie américaine dans ce qu'ils appellent son étranger proche. Il y a des intérêts concrets donc. Énorme. Moscou a investi des milliards, que ce soit via sa compagnie pétrolière Rosneft ou en vendant des systèmes de défense antiaérienne. Perdre le Venezuela, c'est un revers direct et très coûteux pour la Russie. D'accord, ça c'est pour la réaction, disons, passionnelle de Moscou. Mais quid de Pékin ?
On pourrait s'attendre à la même chose, mais d'après la source, c'est une autre histoire. Oui, l'approche chinoise est beaucoup plus pragmatique, plus terre à terre, comme vous disiez. C'est une question d'argent, en fait. Avant tout, pour Pékin, l'idéologie passe très très loin derrière le portefeuille. La Chine est le plus grand créancier du Venezuela. On parle de plus de 60 milliards de dollars de prêts. 60 milliards. Oui, souvent remboursés en pétrole. Donc quand Pékin demande la libération de Maduro, ce n'est pas par affinité pour le socialisme du XXIe siècle, hein, c'est pour protéger ses investissements colossaux. Et pour le principe, j'imagine. Et pour s'opposer sur le principe à un unilatéralisme américain qui pourrait un jour menacer ses propres intérêts ailleurs dans le monde. C'est une position de long terme. Au-delà de ces deux géants, Maduro avait tissé tout un réseau d'alliés pour survivre. Je pense à Cuba, évidemment, mais aussi à l'Iran, à la Turquie. Comment ça fonctionnait? Ce réseau était absolument vital. Pour Cuba, la situation est particulièrement dramatique. Pourquoi? Parce que l'île dépend structurellement du pétrole vénézuélien qui, lui, était fourni à des prix cassés. C'était sa perfusion économique. Une dépendance totale. Quasi vitale. En retour, la Havane offrait un soutien crucial en matière de sécurité, de renseignement. Un savoir-faire hérité de la guerre froide qui a été essentiel à la survie du régime chaviste. Donc la chute de Maduro, pour la Havane, c'est un véritable séisme. Et pour les autres, l'Iran et la Turquie, c'était plus opportuniste, j'imagine. Beaucoup plus. C'était des alliés de circonstance, mais terriblement efficaces. Téhéran, par exemple, qui a l'habitude de contourner les sanctions, a aidé Caracas à relancer ses raffineries. Comment? En envoyant des techniciens, du matériel, et Ankara, de son côté, est devenue la plaque tournante pour le commerce de l'or vénézuélien. Ah oui, l'or. Oui, ça permettait au régime de contourner le système financier international et de se procurer des liquidités. C'était littéralement une bouffée d'oxygène financière. Donc on a ce réseau externe qui maintenait le régime à flot. Mais la source le rappelle bien, tout ça ne faisait que masquer une implosion interne. Le pays était déjà à genoux. Totalement. Il faut vraiment se souvenir du contexte. Une contraction économique d'une ampleur qu'on a rarement vue en temps de paix. Une crise humanitaire terrible. Des millions de gens sur les routes de l'exil. Un effondrement complet. Oui, c'est le résultat d'un cocktail explosif, mauvaise gouvernance, corruption endémique et, bien sûr, les sanctions internationales qui ont fini par étouffer l'économie. Et pendant ce temps, les organisations régionales, l'Organisation des États américains, l'UNASUR, elles faisaient quoi? Complètement divisés, incapables de produire la moindre réponse concertée. Et cette paralysie a créé ce que l'analyse appelle un vide stratégique. Un vide qui a été comblé, donc. Logiquement, oui. Il a fini par être comblé par des puissances extérieures bien plus déterminées. Et c'est là qu'on arrive à un paradoxe assez fascinant que la source souligne bien. Malgré ce conflit, les États-Unis ont un besoin presque vital du pétrole vénézuélien. C'est tout le paradoxe de la mondialisation, oui. Les raffineries américaines du Golfe du Mexique sont conçues spécifiquement pour traiter le type de brut lourd que produit le Venezuela. C'est une dépendance technique en fait. Une dépendance structurelle. Ce n'est donc pas un hasard si la toute première priorité annoncée par Trump, c'est la reconstruction immédiate du secteur pétrolier vénézuélien. Il s'agit de reprendre le contrôle de cet actif. Bon, le coup de force a réussi, tactiquement. Mais après, qu'est-ce qui se passe le lendemain matin à Caracas? On a capturé Maduro, mais tout l'appareil d'État est encore là. Je pense à des figures comme Diosdado Cabello, Delcy Rodriguez. Et justement, l'avertissement de Trump à Delcy Rodriguez est glaçant. Vous le citiez, si elle ne fait pas ce qui est juste, elle va payer un très grand prix. Ça montre toute la tension du moment. Le succès tactique ne garantit pas la suite. Absolument pas. La réussite stratégique, elle, reste complètement incertaine. D'ailleurs, la précision de l'opération suggère fortement des complicités internes. Des trahisons au plus haut niveau. C'est très probable. Des gens qui ont ouvert la porte en échange de garanties. Mais le risque majeur maintenant, c'est de réveiller un sentiment anti-impérialiste qui est très, très ancré en Amérique latine. La transition s'annonce compliquée. Longue, compliquée et sous une tutelle américaine très visible. Ce qui ne manquera pas de créer des frictions, c'est une certitude. Et au milieu de tout ça, je me demande quelle est la position des alliés traditionnels des États-Unis. Les Européens, par exemple, ils doivent être dans une situation impossible. C'est le grand dilemme européen. Il se retrouve face à une action que beaucoup de juristes considèrent comme une violation flagrante du droit international. Le choix est très inconfortable. Soit ils suivent, Et soit ils suivent Washington au nom de la réelle-politique, en fermant les yeux, soit ils actent publiquement l'écart qui se creuse entre les valeurs qu'ils proclament, le respect du droit, le multilatéralisme, et les pratiques de leurs principaux partenaires. c'est un vrai test de cohérence. Un immense test pour la politique étrangère européenne. En conclusion, si on essaie de prendre un peu de hauteur, cette capture de Maduro, c'est bien plus qu'une simple opération.
C'est une démonstration de force qui semble vouloir imposer une nouvelle norme. Une norme où la puissance et l'intérêt stratégique priment ouvertement et sans complexe sur le droit. C'est un changement de paradigme. Oui, et la source termine avec une image assez forte, je trouve. Elle compare l'opération à une chirurgie à haut risque menée sans le consentement du patient. J'aime bien l'image. On a retiré la tumeur principale, Maduro, avec une précision technique remarquable, c'est un fait. Mais le patient, le Venezuela, reste extrêmement affaibli, exsangue. Et la suite? La greffe et la greffe d'une nouvelle gouvernance sous tutelle étrangère pourrait très bien provoquer un rejet. Un rejet aussi violent, sinon plus, que la maladie qu'on cherchait à soigner. Et ça nous laisse avec une dernière question, une pensée à méditer. Si ce modèle d'intervention rapide unilatérale justifié par la compétition entre grandes puissances devenait la nouvelle norme. Quelles seraient les prochaines régions sur la liste? Exactement. Quelles autres zones où les intérêts de Washington, Pékin ou Moscou s'affrontent pourraient connaître le même sort? Est-ce qu'on assiste à un cas vénézuélien isolé ou au premier chapitre d'une nouvelle ère, beaucoup plus brutale de la politique internationale? La question reste ouverte. Et elle est assez inquiétante.